de 1969 à 1995, si l'on accepte 2 années passées dans un établissement aux effectifs triés sur le volet, la plupart de mes élèves auront donc été, comme je le fus moi-même, des enfants et des adolescents en plus ou moins grandes difficultés scolaires. Les plus atteints présentaient à peu près les mêmes symptômes que moi à leur âge. Perte de confiance en soi, renoncement à tout effort, incapacité à la concentration, dissipation, mythomanie, constitution de bande chez mes loupards, alcool parfois, drogue aussi, prétendument douce, l'œil plutôt liquide tout de même certains matins. Ils étaient mes élèves. Ce possessif ne marque aucune propriété. Il désigne un intervalle de temps, nos années d'enseignement, où notre responsabilité de professeur se trouve entièrement engagée vis-à-vis de ces élèves-là. Une partie de mon métier consistait à persuader mes élèves, les plus abandonnés par eux-mêmes, que la courtoisie mieux que la baffe prédispose à la réflexion, que la vie en communauté engage, que le jour et l'heure de la remise d'un devoir ne sont pas négociables, qu'un devoir bâclé est à refaire pour le lendemain, que ceci, que cela, mais que jamais, au grand jamais, ni mes collègues ni moi ne les abandonnerions au milieu du gué. Pour qu'ils aient une chance d'y arriver, il fallait leur réapprendre la notion même d'effort, par conséquent, leur redonner le goût de la solitude et du silence, et surtout la maîtrise du temps, donc de l'ennui. Il m'est arrivé de leur conseiller des exercices d'ennui, pour les installer dans la durée. Je les priais de ne rien faire, ne pas se distraire, ne rien consommer, pas même de la conversation, ne pas travailler non plus. Bref, ne rien faire, rien de rien. Exercice d'ennui ce soir. 20 minutes à ne rien faire avant de vous mettre au boulot. Même pas écouter de la musique, monsieur? Surtout pas. 20 minutes, montre en main. De 17h20 à 17h40. Vous rentrez directement chez vous, vous n'adressez la parole à personne, vous ne vous arrêtez dans aucun café, vous ignorez l'existence des flippers, vous ne reconnaissez pas vos copains, vous entrez dans votre chambre, vous vous asseyez sur le coin de votre lit, vous n'ouvrez pas votre cartable, vous ne chaussez pas votre Walkman, vous ne regardez pas votre Game Boy, et vous attendez 20 minutes. L'œil dans le vide. Pourquoi faire? Par curiosité. Concentrez-vous sur les minutes qui passent, n'en ratez aucune, et racontez-moi ça demain. Et comment pourrez-vous vérifier qu'on l'a fait? Je ne pourrai pas. Et après les 20 minutes, vous vous jetez sur votre boulot comme des affamés. Si je devais caractériser ces cours, je dirais que mes présumés cancres et moi y luttions contre la pensée magique. Celle qui, comme dans les contes de fées, nous fait prisonniers d'un présent perpétuel. En finir avec le zéro en orthographe, par exemple, c'est échapper à la pensée magique. On rompt un sort, on sort du rond. On se réveille, on pose un pied dans le réel. On occupe le présent de l'indicatif. On commence à comprendre. Il faut bien qu'un jour arrive où on se réveille. Un jour, une heure. Personne n'a croqué pour jamais la pomme de la nullité. Nous ne sommes pas dans un conte, victimes d'un charme. C'est peut-être cela, enseigner, en finir avec la pensée magique, faire en sorte que chaque cours sonne l'heure du réveil. Oh, je vois bien ce que ce genre de proclamation peut avoir d'exaspérant pour tous les professeurs qui se coltinent les classes les plus pénibles des banlieues d'aujourd'hui. La légèreté de ces formules, au regard des pesanteurs sociologiques, politiques, économiques, familiales et culturelles, c'est vrai. Reste que la pensée magique joue un rôle non négligeable dans l'acharnement que met le cancre à rester tapi au fond de sa nullité. Et cela depuis toujours et dans tous les milieux. La pensée magique. Un jour, je demande à mes premières de faire le portrait du professeur qui donne les sujets du bac. C'est un devoir écrit. Faites le portrait du professeur qui donne les sujets du baccalauréat de français. Ils n'étaient plus des enfants. Ils avaient le temps de réfléchir, 1 semaine pour me rendre leur copie.
Il pouvait se dire qu'un seul professeur ne suffisait pas à préparer tous les sujets de français de toutes les sections pour toutes les académies, que la chose se faisait probablement en groupe, qu'on se répartissait la tâche, qu'une commission décidait du contenu des sujets en fonction des différents programmes, ce genre de supputation. Rien du tout. Ils me tracèrent tous, sans exception, le portrait d'un vieux sage barbu, solitaire et omniscient, qui, du haut de l'Olympe du savoir, lâchait sur la France des sujets de bac comme autant d'énigmes divines. J'avais imaginé ce sujet pour me représenter l'image qu'il se faisait de l'instance, et par là éclairer la nature de leur inhibition. Objectif atteint. Nous nous sommes aussitôt procuré les annales du bac, nous y avons recensé tous les sujets de dissertation des dernières années, les avons disséqués, avons étudié leur composition, avons découvert qu'on n'y proposait pas plus de 4 ou 5 thèmes de réflexion, eux-mêmes présentés en 2 ou 3 types de formulations seulement. Guère plus complexe en somme que des variantes autour de la recette du canard à l'orange. Pas de canard, prenez une poule, pas d'orange, prenez des navets. Si ni poule ni canard, prenez un bœuf et des carottes. La sauce restait la même. Vous éthérez vos raisonnements de citations tirées de votre culture personnelle. Forts qu'ils étaient de cette analyse structurelle, ils eurent mission, pour le devoir suivant, de composer eux-mêmes un sujet de dissertation. « Ce sera noté, monsieur ?» Combien de fois aurais-je entendu cette question ? Mais oui, tout travail mérite salaire. Formidable, un simple sujet noté comme une dissertation entière, l'aubaine. On se frottait les mains, on prévoyait un week-end allégé, mais que je m'inquiète pas, on ne ferait pas ce travail par-dessus la jambe. On me promettait d'y réfléchir sérieusement, un sujet en bonne et due forme, thème, structure et tout, juré craché, monsieur. Tout compte fait, prendre la place de Dieu le Père les tentait assez. Ils ne s'en tirèrent pas si mal. Ils avaient rédigé leur sujet de dissertation en fonction de ce qu'ils savaient de leur programme et des quelques idées qui traînaient dans l'air du temps. J'aurais pu les faire embaucher par le ministère. L'un d'eux, ou plutôt l'une d'elles, c'était une fille, fit observer que la formulation de ces sujets officiels n'était elle-même pas exempte de pensées magiques. Vous éthérez vos raisonnements de citations tirées de votre culture personnelle. Quelles citations, le jour du bac, monsieur ? D'où les sortirait le candidat ? De sa tête ? Tout le monde n'apprend pas de texte comme nous. Et quelle culture personnelle ? Ils veulent qu'on leur parle de nos chanteurs préférés ? De nos bandes dessinées ? Un peu magique, non ? Cette formulation. Pas magique, disons idéal. La semaine suivante, il ne leur resta qu'à traiter le sujet qu'ils s'étaient posé à eux-mêmes. Je ne prétends pas qu'ils frôlèrent l'excellence, mais le cœur y fut. Je récoltai des dissertations qui devaient beaucoup moins à la pensée magique, et eux, des notes qui devaient beaucoup plus à la compréhension des impératifs du baccalauréat. « Ce sera noté, monsieur ?» Ah, il y avait la question des notes, bien sûr. Question capitale, la notation, si on veut s'attaquer à la pensée magique et, ce faisant, lutter contre l'absurde. Quelle que soit la matière qu'il enseigne, un professeur découvre très vite qu'à chaque question posée, l'élève interrogé dispose de 3 réponses possibles, la juste, la fausse et l'absurde. J'ai moi-même passablement abusé de l'absurde pendant ma scolarité. La fraction, faut la réduire au dénominateur commun. Ou plus tard, sinus A sur sinus B, je simplifie par sinus, reste A sur B. Un des malentendus de ma scolarité tient sans doute à ce que mes professeurs notaient comme étant fausses mes réponses absurdes. Je pouvais répondre absolument n'importe quoi, une seule chose m'était garantie, j'obtiendrais une note. 0, généralement. J'avais compris ça très tôt, et que c'était la meilleure façon d'avoir la paix, ce 0, au moins provisoirement. Or, la condition sine qua non pour libérer le cancre de la pensée magique, c'est le refus catégorique de noter sa réponse si elle est absurde. Pendant nos premières séances de correction grammaticale, ceux de mes aménagés qui se prétendaient abonnés au 0 n'étaient pas avares en réponses absurdes. En 4e, par exemple, l'ami Samy. « Samy, quel est le premier verbe conjugué de la phrase ? » ?»« Vraiment, monsieur, c'est vraiment. » »« Et qu'est-ce qui te fait dire que vraiment est un verbe ? Ça se termine par ENT. Et à l'infinitif, ça donne quoi ?
Hein, vas-y, qu'est-ce que ça donne? Un verbe du premier groupe? Le verbe vraimer? Je vrème, tu vraimes, il vrème? La réponse absurde se distingue de la fausse en ce qu'elle ne procède d'aucune tentative de raisonnement. Souvent automatique, elle se limite à un acte réflexe. L'élève ne fait pas une erreur. Il répond n'importe quoi à partir d'un indice quelconque. Ici, la terminaison ENT, par exemple. Ce n'est pas à la question posée qu'il répond, mais au fait qu'on la lui pose. On attend de lui une réponse, il la donne. Juste, fausse, absurde, peu importe. D'ailleurs, au tout début de sa vie scolaire, il pensait que la règle du jeu consistait à répondre pour répondre. Il jaillissait de sa chaise, doigt tendu, tout vibrant d'impatience. « Moi, maîtresse, je sais. J'existe. » Et il répondait n'importe quoi. Mais très vite, nous nous adaptons. Nous savons que le professeur attend de nous une réponse juste. Il se trouve que nous n'en avons pas en magasin. Pas même de fausse. Aucune idée de ce qu'il nous faut répondre. Tout juste si nous avons compris la question qu'il nous pose. Puis-je avouer cela à mon prof? Ai-je le choix du silence? Non. Autant répondre n'importe quoi, avec ingénuité si possible. « Ah, je suis tombé à côté, monsieur. Croyez que je le regrette. J'ai tenté le coup, c'est raté, voilà tout, mettez-moi 0 et restons bons amis. » La réponse absurde constitue l'aveu diplomatique d'une ignorance qui, malgré tout, cherche à maintenir un lien. Bien sûr, elle peut aussi exprimer un acte de rébellion caractérisé. Il me casse les pieds, ce prof, à me pousser dans mes retranchements. Est-ce que je lui en pose des questions, moi? Dans tous les cas de figure, noter cette réponse, en corrigeant une interrogation écrite, par exemple, c'est accepter de noter n'importe quoi. Et par conséquent, commettre soi-même un acte pédagogiquement absurde. Ici, élèves et professeurs manifestent plus ou moins consciemment le même désir, l'élimination symbolique de l'autre. En répondant n'importe quoi à la question que me pose mon professeur, je cesse de le considérer comme professeur. Il devient un adulte que je courtise ou que j'élimine par l'absurde. En acceptant de tenir pour fausses les réponses absurdes de mon élève, je cesse de le considérer comme un élève. Il devient un sujet hors sujet que je relègue au limbe du zéro perpétuel. Mais, ce faisant, je m'annule moi-même comme professeur. Ma fonction pédagogique cesse auprès de cette fille ou de ce garçon qui, à mes yeux, refusent de jouer leur rôle d'élève. Quand j'aurai à remplir leur carnet scolaire, je pourrai toujours arguer de leur manque de base. Un élève qui prend l'adverbe « vraiment » pour un verbe du premier groupe ne manque-t-il pas singulièrement de base? Certainement. Mais un professeur qui fait semblant de tenir pour fausse une réponse si manifestement absurde, ne ferait-il pas mieux de s'adonner lui aussi à un jeu de hasard? Du moins n'aurait-il que son argent à y perdre. Il n'y jouerait pas la scolarité de ses élèves. Parce que le cancre, lui, les limbes du zéro, ça lui va, croit-il. C'est une forteresse dont personne ne viendra le déloger. Il la renforce en accumulant les absurdités. Il la décore d'explications variables selon son âge, son humeur, son milieu et son tempérament. Je suis trop bête, j'y arriverai jamais. Le prof peut pas me sentir, j'ai la haine, ils me prennent la tête, etc. Il déplace la question de l'instruction sur le terrain vague de la relation personnelle où tout devient affaire de susceptibilité. Ce que fait aussi le professeur, persuadé que cet élève-là le fait exprès. Car ce qui empêche le professeur de tenir la réponse absurde pour un effet dévastateur de la pensée magique, c'est très souvent le sentiment que l'élève se paie sciemment sa tête. Dès lors, le maître s'enferme dans son Y à lui. Avec celui-là, je n'y arriverai jamais. Aucun professeur n'est exempt de ce genre d'échec. J'en garde de profondes cicatrices. Ce sont mes fantômes familiers, les visages flottants de ces élèves que je n'ai pas su extraire de leur Y et qui m'ont enfermé dans le mien. Cette fois, je n'y peux vraiment rien.